Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la forme. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va analyser et pronostiquer l'UFC Fight Night 240 Allen versus Curtis numéro 2. Avant tout, on va récap l'UFC On ESPN numéro 54 qui se passait samedi dernier. Blanchfield versus Fiorot. Avant tout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce les amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez lâcher un commentaire. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez retrouver tous les tickets gagnants que je partage sur les réseaux sociaux. Les liens ils sont dans la description de la chaîne directement. N'hésitez surtout pas à les regarder. Aussi les amis, une excellente chaîne YouTube de MMA francophone. N'hésitez pas à la regarder, à vous abonner à sa chaîne pour lui donner de la force. Il partage tout ce qui est pesé, face à face, les previews avant les gros événements du UFC traduits en français, les conférences de presse, voilà, tout ce qu'on ne trouve pas sur les grandes chaînes en général de MMA. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner les frérots, merci énormément. Et aussi un site internet de pronostics. Vous tapez sur Google mmaprono.com les amis et vous pouvez voir d'autres analyses, d'autres pronostics des gros événements du UFC. N'hésitez surtout pas à les regarder, c'est super intéressant. Ensuite, on retrouvait du coup 6 combats sur la carte principale de l'UFC On ESPN numéro 54. En premier, catégorie welterweight, on retrouvait Shidi Njokuani face à Riz Maki. Je vous avais conseillé de choisir Shidi, je le pensais plus complexe son adversaire, en tout cas en pied-point. Et pour ce qui est du grappling, j'étais pas certain que Maki réussisse à le déranger énormément de Njokuani là-dessus. Et pour moi, il a remporté les 3 rounds. Il y a quand même un juge qui a donné un round pour Maki, donc ça a donné un split. Je sais pas ce que ce juge, s'il a regardé le combat en entier, mais vraiment, des fois, c'est hallucinant ce que les juges ils peuvent faire. Donc bref, premier combat validé sur split decision. Ensuite, deuxième combat, catégorie featherweight, on retrouvait Kai Nelson contre Bill Algeo. Je vous avais conseillé de choisir Algeo. Je pensais ça. Alors c'était quand même un choix compliqué parce que les deux m'avaient impressionné sur leur dernière sortie. Surtout Nelson face à Padilla. Mais j'avais choisi de prendre le favori. Malheureusement, il s'est pris un chaos technique au premier round. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'il a survécu aux enchaînements de coups de Nelson. Et il a continué à reculer les bras en bas sans remonter sa garde tout en continuant à provoquer Nelson. Bah, du coup, il s'en est repris, puis l'arbitre a mis un terme au combat. Donc, erreur stratégique dans la provocation d'Algeo. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait et du coup, bah, ça lui a coûté la victoire. Donc, erreur pour ce pronostic-là. Troisième combat ensuite, on retrouvait Nursultan Rubizoev face à c'était Cédric Esdoumas. Je vous avais conseillé de choisir Ruziboev. Je pensais que ce serait assez simple pour lui de remporter ce combat. En tout cas, qu'il avait beaucoup plus de skills que Doumas pouvait apporter dans l'octogone. Et il a remporté le combat par chaos technique au premier round. Il y a eu quand même un petit hypoc, mais bon. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouvait ensuite catégorie middleweight, l'ancien champion Chris Weidman face à Bruno Silva. Je vendais pas cher la peau de Weidman pour ce combat au vu de sa dernière sortie face à Tavares. Il a remporté le premier round en accrochant Silva contre la cage et ça a été très chiant, mais il ne s'est rien passé jusqu'aux dernières secondes du premier round. Deuxième round, Silva s'est un peu réveillé, ça a été un peu plus disputé. Il y a eu déjà un hypoc, parce qu'on parlait de hypoc sur le combat d'avant, mais là, le troisième round, hypoc supplémentaire, le combat a failli se stopper. Ça aurait été bien pour Silva parce qu'il se dirigeait droit vers une défaite par décision. Et il y a eu un énième hypoc encore, et là, Silva s'est jeté au sol, Weidman s'est jeté sur lui. Grande naine-pente dans les gants, l'arbitre a stoppé le combat. Je vous assure, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ils ont donné la victoire par chaos technique après une longue réflexion à Weidman. Alors qu'on voyait clairement sur le ralenti qu'il y a eu hypoc et que derrière Silva se jette au sol. Il n'est pas envoyé au sol sur le coup de Weidman du tout, c'est à cause du hypoc. On voit que le grand naine-pente complètement inefficace ne met pas du tout fin au combat parce que Silva se plaint du doigt dans l'œil. L'arbitre stoppe le combat, du grand n'importe quoi. Le combat a été transformé un peu plus loin le lendemain, je veux dire quelques heures après, en décision. Encore plus du n'importe quoi. Ah, ils ont vraiment forcé le truc pour que Weidman ait la victoire. Hein. Ne serait-ce que Michael Bisping qui rentre après au micro, qui parle avec lui, qui renvoie pas le ralenti, ne reparle pas de ce qui s'est passé. Juste bravo pour ton chaos technique, bravo pour ta victoire. C'était vraiment abusé. J'espère que l'équipe de Bruno Silva va taffer pour obtenir le no contest. Parce que c'est vraiment pas vérité cette victoire pour Silva. Du coup, deuxième erreur sur 4, on en est à 2 sur 4 pour l'instant, c'était pas terrible et ça s'arrangeait pas avec le co-main event. On retrouvait Vicente Luque face à Joachim Buckley. Je vous avais conseillé de choisir Luque, je pensais qu'il était beaucoup plus complet sur le papier que Buckley. D'ailleurs, sur le papier, il est beaucoup plus complet que Buckley. Malheureusement, le premier round, on va dire assez serré entre les deux, où il a sécuré un semblant de takedown dans les dernières secondes. Deuxième round,
Il a tenté un takedown à un moment donné, Luque. Buckley l'a contré, il s'est retrouvé sur lui en demi-garde. Il a commencé à envoyer un petit peu de grand end pound, pas extrêmement puissant. C'était beaucoup dans la garde de Luque. Et là, j'ai pas compris. Luque a clairement abandonné le combat en fait. Il a clairement abandonné il a laissé la victoire pour Buckley. Buckley, il a vu que Luque réagissait pas, il poussait même pas que ses jambes, il essayait pas de le reprendre dans sa garde, de travailler au sol, rien. Il a subi le grand end pound de plus en plus efficace de Buckley. Et encore, même quand l'arbitre, j'ai bien revérifié sur le ralenti, juste avant que l'arbitre stoppe le combat, sur les 6 coups que Buckley envoie à peu près, il y en a pratiquement pas un seul, on va dire, qui touche Luque. Luque d'ailleurs à la fin, après que l'arbitre ait stoppé le combat, il se relève, il n'est pas spécialement entamé. C'était vraiment bizarre comme fin de combat aussi, hein. Alors peut-être Luque a eu une blessure, j'ai pas eu d'infos là-dessus, j'ai rien vu sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais il a clairement abandonné le combat à ce moment-là, quoi. Et malheureusement, ça nous rajoute une erreur supplémentaire sur les 5 pronos, il n'y en a que 2 de bons. Normalement, il devrait y avoir un no contest Wineman Silva, c'était un vol, donc bon, bref. On enchaîne du coup après sur le main event, on retrouvait l'américaine Erin Blanchfield, deuxième du classement mondial des flyweight face à la française Manon Fiorot, troisième du classement mondial. Et c'est clairement le combat qui détermine la future challengeuse à la ceinture. Manon Fiorot, même si sur le papier, elle était carrément donnée la favori, c'était l'américaine, hein, mais Manon Fiorot, elle lui a roulé dessus sur les 5 rounds. Une ou deux alertes au fin du premier round, avec une tentative de guillotine sur un takedown de Fiorot. Et on pensait qu'elle avait touché aussi à un moment donné au 4ème, je crois, sur un crochet. Mais non, Manon Fiorot se décalait, elle n'a pas fait la bagarre, elle est restée sur ses appuis. Le gros crochet du droit qui rentrait à chaque fois. Non, vraiment, ça a été une démonstration de Manon. Elle a montré que Blanchfield, elle n'avait pas son niveau en striking et elle n'avait pas son niveau tout court en MMA, quoi. Voilà, du coup, on se retrouve avec un résultat de 3 sur 6, 50-50, pas terrible. Mais j'espère vraiment que le combat de Silva Wineman va être transformé en no contest. Du coup, ça passera les pronos à 5 combats et non à 6. Et ça fera du 3 sur 5, ce qui rééquilibrera largement la balance. Pour ce qui est des tickets, le combiné des 6 n'est pas passé, bien évidemment. J'avais combiné aussi un avec Luque, un combiné avec Luque et un avec Silva qui n'est pas passé. Par contre, j'avais fait un combiné de Ruziboev avec Fiorot, un de Chidi avec Ruziboev aussi, et un pari simple sur Manon Fiorot qui avait une superbe cote à 2,33. J'ai balancé les tickets sur les réseaux, n'hésitez surtout pas à les regarder, les amis. Voilà, on en a terminé avec le récap de cette UFC On ESPN numéro 54 et on enchaîne sur l'analyse et pronostics de l'UFC Fight Night 240. C'est parti. Alors normalement en main event ça devait être Brandon Allen face à Marvin Vettori qui a une blessure, qui a dû se retirer. Ils ont donc pris Chris Curtis pour la revanche puisqu'il avait déjà battu Brandon Allen il y a quelques années en arrière. Et en co-main event on aura Alexander Hernandez face à Damon Jackson. On a 6 combats sur la carte principale. Et on retrouve en premier combat de cette main carte, catégorie lightweight, Ignacio Bahamondes face à Christos Giagos. Alors Bahamondes, il a 26 ans, il vient du Chili, 14 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 9 KO techniques, 1 soumission et 4 décisions. Sur ces 5 défaites, il a perdu 2 fois par soumission et 3 fois par décision. D'ailleurs, son dernier combat, c'est une défaite par décision, c'était au mois d'août 2023 face à Ludovic Klein. Avant ça, il avait quand même enchaîné 3 belles victoires entre 2023 et 2021. Une décision qu'il avait fait en 2023. Sinon, les autres, c'était des finishes, KO et soumission. Il avait eu une défaite en 2021 par split decision contre John Madeski. Et sinon, avant ça, c'était les Dana White Contender en 2020. Donc, fraîchement arrivé quand même depuis 3 ans déjà. Et il est sur une défaite, mais il reste quand même un parcours assez respectable, on va dire. Face à lui, Giagos, il est américain, 34 ans, 20 victoires pour 11 défaites en carrière. Sur ses finishes, 8 KO et 4 soumissions et 8 décisions pour ses 20 victoires. Pour ses 11 défaites, il s'est fait mettre 2 fois KO technique, 6 fois il s'est fait soumettre et il a perdu 3 fois par décision. Et son dernier combat, c'est une défaite par soumission au mois de septembre 2023 contre le Mexicain Daniel Zellhuber. Avant ça, il avait une victoire par KO au mois d'avril 2023 contre Ricky Glenn au premier round. Et sinon, avant, c'était 2 défaites en 2022 et 2021 contre Thiago Moises, le Brésilien, et Armand Saroukan, où il avait perdu par KO technique mais au premier round, mais c'était en 2021 déjà, au mois de septembre, ça remonte déjà un petit peu. Il avait enchaîné 2 belles victoires, une par finish en 2021 et une autre par décision en 2020, donc
Ouais, il y a quand même 3 défaites sur ses derniers combats, mais ouais, c'est des adversaires vraiment très solides hein, face à Giagos, hein. Armand Saroukian, Thiago Moises et Daniel Zellhuber, c'est vraiment pas des adversaires faciles. Alors les deux en plus c'est assez des cogneurs, ils aiment beaucoup le KO. Beaucoup de finish par KO pour les deux. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Bahamondes largement favori avec une cote à 1,27 et une énorme cote à 3,45 pour Giagos. Elle est vraiment intéressante sa cote à Giagos parce que il a quand même une chance de remporter ce combat. Il peut mettre KO son adversaire, il a le power dans les points, il a la puissance nécessaire pour. Après, ça me paraît quand même difficile de le choisir, hein. Je vois plus Bahamondes remporter ce combat. Après, le choix le moins risqué, ça reste Bahamondes, hein. Giagos, il s'est quand même fait finir 3 fois sur ses 4 derniers combats et c'est ce qui laisse quand même le doute planer. Et cette énorme cote à 3,45, elle est tentante, mais beaucoup trop risquée, je trouve. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite en deuxième combat, toujours catégorie lightweight, Trevor Peek face à Charlie Campbell. Trevor Peek, il est américain, il a 29 ans, 9 victoires pour une seule défaite en carrière, 8 KO technique pour ses 9 victoires et une seule décision, et sa défaite, elle a été par décision également. Dernier combat en date, victoire par décision face à Mohamed Yahya, c'était au mois d'octobre 2023, et sa seule défaite est arrivée juste avant, au mois de juin 2023, face à Jorge Mariscal. Avant ça, il avait enchaîné quand même 2 belles victoires avant les Dana White Contenders par KO et KO technique contre Eric Gonzalez en février 2023. Donc adversaire solide avec beaucoup de finish, beaucoup de KO pour Trevor Peek. Face à lui du coup Charlie Campbell, il est également américain, il a 28 ans, 8 victoires pour seulement 2 défaites. Sur ces 8 victoires, on a 6 KO au KO technique, 2 décisions. Et sur ces 2 défaites, une défaite par KO technique et une décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique face à Alex Reyes, c'était au mois de septembre 2023. Avant ça, il avait enchaîné également une autre belle victoire par KO au mois de juin 2023. Sa défaite par KO, il l'a subi contre Chris Duncan au mois d'août 2022. C'était au premier round, il avait pris un sale KO au premier round. Avant ça, il avait enchaîné de belles victoires, mais c'était avant les Dana White Contenders, où il avait subi ce KO. Donc, toutes ces victoires à Charlie Campbell ont été obtenues avant l'UFC. Pour l'instant, il n'a qu'une victoire à l'UFC par KO technique, son dernier combat contre Alex Reyes. Mais sa défaite contre Chris Duncan par KO, c'était au Dana White Contender, au mois d'août 2022. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Charlie Campbell largement favori avec une cote à 1,38 et Trevor Peek une énorme cote à 2,82. Alors c'est 2 jeunes prospects hein, avec peu d'expérience pour l'instant à l'UFC, adeptes du KO. C'est vraiment un choix difficile. Je pense que Trevor Peek il a quand même ses chances et du coup quitte à choisir, j'ai envie de tenter la grosse cote, une énorme cote à 2,82. Elle donne envie de la tenter et vu que Campbell il a un seul combat à l'UFC pour l'instant et sa défaite au Dana White Contender, il a déjà subi un KO. À l'inverse de Trevor Peek qui avait perdu sa seule défaite par décision. Il y a peut-être moyen, je pense, de tenter quelque chose avec Peek. Alors je vous conseille de choisir l'américain Trevor Peek les amis, mais alors attention, vraiment c'est risqué. C'est uniquement pas pour un gros combiné de 6 combats, mais plutôt soit un pari simple dessus, tenter juste un pari simple, ou alors éventuellement un combiné de 2, mais moi je pense que je vais tenter uniquement un pari simple dessus. Je vais réfléchir encore, mais je vais pas prendre trop de risques non plus. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite un combat catégorie heavyweight, on change enfin de catégorie, et on retrouve Walter Walker face à Lucas Brzeski. Alors Walker, il a 26 ans, il vient de Russie, il a 11 victoires pour 0 défaite, 6 KO technique, 1 soumission et 4 décisions. Pour l'instant, c'est ses débuts à l'UFC, ses derniers combats c'était au Titan FC ou MMA Series, et sur ses derniers combats, il a enchaîné donc, une victoire par KO technique au 4e round pour son dernier combat, avant ça une victoire par KO au 2e round. Avant ça encore, on remonte 3e combat en arrière, une victoire par KO technique également au premier round. Au premier round, donc 3 combats en 2023 quand même, il a pas mal enchaîné les combats et surtout les victoires en 2023, Walker. Donc pour l'instant, peu d'infos sur lui puisque ça va être son premier combat à l'UFC. Face à lui, le Polonais Lucas Brzeski, il a 31 ans, 8 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 8 victoires, on a quand même pas mal de finish, 5 KO technique,
2 soumissions et une seule décision. Pour ses défaites, 2 KO, KO technique et 2 décisions. Également un match nul et un no contest. Son dernier combat, c'est une défaite à l'UFC par KO au premier round contre Wilder Cortez Acosta. Avant ça, il avait perdu par décision en mois de mars 2023 contre le solide Carl Williams. Et avant ça, une autre décision également à l'UFC, on ESPN 41 au mois d'août 2022 contre Martin Buday. Donc il est sur 3 défaites à l'UFC, le Polonais, c'est compliqué pour lui, c'est sûrement le combat de la dernière chance. Il avait eu un no contest au Dana White Contender, donc vous voyez, il n'y a même pas une victoire au Dana White Contender. Avant ça, il avait enchaîné des victoires, mais c'était dans des petites organisations. Compliqué le parcours à l'UFC du Polonais pour l'instant, et là, pour sa toute dernière chance, on lui met un Russe invaincu. Vraiment, ça risque d'être compliqué pour lui, surtout qu'il a que 26 ans, le Russe, il est jeune. Donc il doit être en confiance, il doit avoir du cardio et puis beaucoup de finish. Ça va être compliqué, je pense, pour le Polonais. Pour ce qui est des cotes, on retrouve sans surprise favori l'invaincu Walker à une cote à 1,22 et une énorme cote à 3,90 pour le Polonais. Vraiment, j'ai du mal à penser que le Polonais va réussir à retourner la situation et réussir à avoir sa première victoire sur un combattant invaincu, même si c'est ses débuts, qu'il n'a pas d'expérience à l'UFC, Walker. Alors après, c'est les poids lourds, hein. Un seul coup peut suffire parfois, hein. C'est pas toujours même le plus technique qui remporte, vu que c'est les poids lourds, un coup peut suffire pour un KO, pour éteindre la lumière. Donc je vous conseille de choisir le Russe, hein, Walker. Je pense que c'est trop risqué de partir sur Breski. Il a vraiment pour l'instant enchaîné trop de revers à l'UFC, le niveau est peut-être trop compliqué pour lui, donc voilà, ça me paraît beaucoup trop risqué d'aller tenter sa grosse cote à 3,90. On enchaîne sur le combat suivant. Et on retrouve ensuite combat catégorie Featherweight, Morgan Charrière face à José Mariscal. Donc Morgan Charrière, il est français, il a 28 ans et ça va être son deuxième combat à l'UFC. Il a 19 victoires pour 9 défaites. Sur ses 19 victoires, 11 KO, 3 soumissions et 5 décisions. Sur ses 9 défaites, une seule fois il s'est fait soumettre et 8 décisions pour ses 9 défaites. Donc Morgan Charrière, pour l'instant ça va être, comme je viens de le dire, son deuxième combat à l'UFC. Il a son dernier combat en date, c'était au mois de septembre 2023 à l'UFC Paris, où il a battu son adversaire par KO au premier round. Avant ça, il avait des combats donc, au Cage Warrior. Sa dernière défaite remonte en 2021, où il a perdu contre Paul Huck par décision majoritaire. Et il avait une autre défaite par split decision également en 2021. Si on remonte vraiment plus en arrière dans sa carrière, on peut voir qu'il avait une défaite en 2017 au 100% fight contre le français Saladin Parnasse. Et également une victoire par soumission contre l'autre français William Gomis, qui est également à l'UFC. C'était en novembre 2016 après, hein, ce dont je vous parle, donc ça remonte à il y a très très longtemps. C'était dans leur début de carrière. Et donc face au français opposé, José Répé Mariscal, américain, il a 31 ans, il a 15 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur ces 15 victoires, il y a 7 finishes par KO, KO technique, 3 soumissions et 5 décisions. Sur ces 6 défaites, on a 3 défaites par KO, KO technique et 3 décisions. Son dernier combat en date, c'est à l'UFC au mois de septembre 2023, à l'UFC 293, une victoire par KO technique contre Jack Jenkins, qui est un combattant solide, Jenkins, qui a un peu le même profil que Morgan Charrière, entre guillemets, et qui était sur une grosse série de victoires, même à l'UFC, il avait enchaîné une belle victoire. Donc c'est quand même une victoire assez solide, le dernier combat de Mariscal, et avant ça, il avait apporté la première défaite à Trevor Peek, dont j'ai parlé juste avant. Donc 2 combats à l'UFC pour l'instant pour Mariscal, et 2 victoires, une par décision, une par KO technique. 2 adversaires solides, hein, qui lui ont été opposés. Il est vraiment très solide, Mariscal. Ça va pas être un combat facile pour le français. Je pense que Morgan, il a les armes pour le battre, parce qu'aujourd'hui, Morgan Charrière, il est devenu beaucoup plus complet qu'à l'époque. Même si on voit 9 défaites sur son palmarès, c'est parce qu'il a jamais pris de combat facile. Il n'a pas cherché à se forger un palmarès en affrontant des combattants faciles. Vous voyez, il a vraiment pris le plus dur. Après, son adversaire non plus. Attention à Mariscal, il n'a jamais affronté de combattants simples non plus. Donc c'est quand même un combat très compliqué pour le français. Beaucoup plus compliqué que son premier combat. Ouais, pour les cotes, on retrouve notre français favori, cote à 1,53 et une cote à 2,33 pour Mariscal.
Je pense que Morgan peut le faire. Il peut battre Mariscal. Ça pourrait être peut-être même un finish. Peut-être un finish au deuxième ou au troisième round ou éventuellement une décision. Mais je pense qu'il a les compétences pour battre Mariscal. Morgan, il a vraiment progressé sur ces dernières années. Et il va venir sûrement avec un bon game plan. Et son adversaire, il aime la bagarre. Hein, Mariscal, il va chercher la bagarre. Il va chercher à faire mal à Morgan, je pense, dès le début. Et si Morgan il suit le game plan qui est établi, je pense qu'il peut remporter ce combat. Donc je vous conseille de choisir le français, les amis. C'est quand même très serré. Après, je vous dis la vérité, je suis quand même assez partagé. Hein, je dirais 60-40. Je vois quand même des possibilités de victoire pour Mariscal, c'est possible. Donc voilà, ne prenez pas trop de risques avec ce combat-là, mais je vous conseille quand même de rester sur Morgan Charrière. Pardon. On enchaîne sur le combat suivant. Et co-main event, c'est parti. Et on retrouve en catégorie featherweight Alexander Hernandez face à Damon Jackson. Hernandez, il est américain, il a 31 ans, 14 victoires pour 7 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 2 soumissions et 6 décisions. Ces défaites, 3 KO technique, 1 soumission et 3 décisions. Son dernier combat en date, au mois d'octobre 2023, c'est une défaite par décision contre Bilal Geo. Avant ça, il avait une victoire assez solide contre le vétéran Jim Miller au mois de février 2023. Je dis ça parce que Jim Miller, il a enchaîné de belles victoires depuis. Et en 2022, il avait enchaîné 2 défaites par finish Hernandez, une contre Billy Quarantillo par KO technique en mois de décembre 2022 et en février 2022, une par soumission contre Renato Carneiro. Vraiment parcours en dents de scie, hein, parce que si on remonte en 2021, Hernandez, il avait gagné par KO contre Mike Brandon au premier round au mois d'octobre. Et avant ça, une défaite par décision unanime au mois de février 2021 contre Thiago Moises, le Brésilien. Donc ouais, même en 2020, c'est pareil. Une victoire par KO technique contre Chris Gutierrez et une défaite par KO technique contre Drew Dober. Après, il a affronté de gros noms, hein, il était en lightweight avant. Depuis, il est passé en featherweight. Et pour l'instant, ça a mal commencé contre Bilal Geo puisqu'il a subi une défaite au mois d'octobre, donc 2023, comme je disais, par décision. Compliqué pour Alexander Hernandez sur ces dernières années. Face à lui, l'Américain Damon Jackson, il a 35 ans. Il a une plus grosse expérience qu'Hernandez. Il a 22 victoires pour 6 défaites en carrière et 4 KO techniques sur ces 22 victoires, 15 soumissions. Il est excellent en soumission et très fort au sol, Damon Jackson, et 3 décisions. Sur ces défaites, il s'est fait finir 4 fois par KO technique, une seule défaite par soumission et une par décision. Malheureusement, ces 2 derniers combats, ces 2 défaites, hein, il a perdu par décision contre Billy Quarantillo au mois d'août 2023 et par KO au mois de janvier contre Danny Jeux. Et donc c'était ses 2 seuls combats en 2023, 2 défaites. Sa dernière victoire remonte au mois de septembre 2022 contre Pat Sabatini, il avait gagné par KO technique au premier round. Et il avait enchaîné quelques victoires sur l'année 2022 et 2021, 2 par décision et une petite soumission. C'était contre Charles Rosa en 2021, je me souviens, mais ça c'était par décision. Et avant ça, en remontant en 2020, il avait une défaite par KO contre le nouveau champion Ilia Topuria. Donc compliqué aussi sur ses dernières sorties, hein, pour Damon Jackson. Surtout qu'il a déjà 35 ans, ça commence à devenir compliqué. Alors 15 soumissions, hein, c'est un gros danger au sol. Mais face à Hernandez, je suis pas certain qu'il réussisse vraiment à imposer son jeu. Ça me paraît compliqué quand même pour Jackson aujourd'hui. Et pourtant, même si Hernandez, il a effectivement beaucoup de défaites aussi sur ses dernières sorties. Il a quand même 3 défaites sur ses 4 derniers combats et une seule victoire contre le vétéran Jim Miller. C'est pas terrible non plus, hein, mais bon, il vient de changer de catégorie. Je pense qu'on devrait plus choisir, laisser sa chance à la jeunesse. Pourtant, Damon Jackson, il part pas favori. Il a une énorme cote à 2,53 qui est vraiment intéressante pour une cote à 1,46 pour Hernandez. Et quand on a un combat assez serré comme ça avec 2 combattants qui ont des parcours en dents de scie, c'est vrai que la cote elle est tentante, mais 35 ans en catégorie featherweight, je suis pas convaincu. Ça me paraît quand même difficile d'aller partir sur Damon Jackson, même s'il a plus d'expérience qu'Hernandez. Il a quand même des solutions pour remporter ce combat, mais je pense que c'est moins risqué de partir sur Alexander Hernandez. Ouais, donc je vous conseille de rester sur l'américain Hernandez, mais prenez pas trop de risques les frérots avec celui-ci non plus, parce que ça me paraît quand même assez serré, hein. Même si les cotes, il y a un gros écart à 2,53.
C'est plus serré que ça. On enchaîne sur le dernier combat et main event. Et on retrouve donc en main event, combat catégorie middleweight, Brendan Allen face à Chris Curtis. Chris Curtis donc qui remplace Marvin Vettori qui s'est blessé. Et c'est donc une revanche entre les deux combattants. Alors Brendan Allen, il est américain, il a 28 ans, 23 victoires pour 5 défaites en carrière, 5 KO techniques sur ses victoires, 14 soumissions, très très fort au sol Brendan Allen, et 4 décisions. Sur ces défaites, 5 défaites, pardon, excusez-moi, 2 par KO technique, 1 par soumission et 2 par décision seulement. Il est sur une très belle série de victoires, il a enchaîné depuis sa seule défaite qui remonte à 2021 contre Chris Curtis par KO technique. C'était par KO technique, pardon, ouais, c'était en 2021. Depuis, il a enchaîné 6 victoires, 6 belles victoires d'affilée avec beaucoup de finish. Une seule décision contre Jacob Malkoun, très solide Jacob Malkoun, qu'il avait battu au mois de juin 2022. Après ça, il avait enchaîné des victoires par soumission contre le Brésilien André Muniz au mois de février 2023. Une victoire par soumission contre le Brésilien Bruno Silva. Et son dernier combat en date, c'est une victoire par soumission au 3e round contre le très expérimenté au sol Paul Craig, contre l'Écossais Paul Craig. Donc Brendan Allen, depuis sa défaite contre Chris Curtis, il a déroulé, il a enchaîné tout ce qu'on lui a présenté comme type de combattant. Donc il a vraiment progressé, je pense, depuis cette fameuse défaite. Donc face à lui, Chris Curtis, américain, il a 36 ans, 31 victoires pour 10 défaites en carrière. Sur ces 31 victoires, il a 17 KO techniques, une seule soumission et 13 décisions. Sur ces 10 défaites, un seul KO, une seule soumission et 8 décisions. Donc KO Power, hein, il a du feu dans les points Chris Curtis, et très très compliqué à finir. Hein. Il a été fini que 2 fois dans toute sa carrière, sur plus de 40 combats, rendez-vous compte. Son dernier combat, c'est une split decision contre Marc-André Barriault. C'était au mois de janvier 2024, il n'y a pas longtemps, là, à l'UFC 297. Avant ça, il avait eu donc le no contest contre le français Nassourdine Imavov au mois de juin 2023. Et au mois d'avril 2023, une défaite par décision unanime contre Kevin Gastelum. En 2022, il avait battu Joachim Buckley au mois de décembre par KO au 2e round. Et il avait perdu par décision contre Jack Hermansson au mois de juillet 2022. Je me souviens, contre Hermansson, ça avait été compliqué, même avec la distance, les jabs. Brendan Allen, il y a peut-être quelque chose à tirer là-dessus. Si on remonte donc un peu plus en arrière, en 2021, en 2022 d'abord, une victoire par décision contre Rodolfo Vieira, et cette fameuse victoire par KO technique au 2e round contre donc Brendan Allen. C'était donc il y a 3 ans, donc Brendan Allen, il a beaucoup progressé depuis. Chris Curtis, il a pris de l'âge. Il a enchaîné quelques contre-performances depuis. Alors son dernier combat contre Marc-André Barriault, il était vraiment... Il a été, même si c'était un split, je trouve qu'il aurait dû remporter le combat par décision unanime. Curtis, il avait vraiment bien bataillé. Face à Brendan Allen, qui lui a vraiment progressé depuis. Je ne suis pas certain que Chris Curtis il puisse réitérer ce qu'il a fait. Après, il vient du Extreme Couture, hein, Curtis. Il a des partenaires d'entraînement très solides, dont Sean Strickland, hein, qui s'entraîne avec lui et qui est un ami, qui est un de ses amis. Sean Strickland, il a déjà battu également Brendan Allen, même si ça remonte à longtemps également. Donc au Extreme Couture, hein, ils ont un petit peu la clé pour battre Brendan Allen, en tout cas à l'époque. Donc ça reste quand même un serré, hein. Chris Curtis, il a quand même ses chances. Il pourrait réitérer ce qu'il avait fait, mais je suis pas certain. Hein. Comme je vous dis, sur les dernières sorties, voilà, et même si son dernier combat contre Marc-André Barriault, il a été assez impressionnant. Avant ça, il avait quand même enchaîné des contre-performances contre Jack Hermansson et Kevin Gastelum. Donc, pour ce qui est des cotes, on retrouve Brendan Allen favori malgré tout. Et une cote à 1,46 et une cote à 2,53 pour Curtis. Vous voyez, les bookmakers le voient quand même favori, hein, même s'il a une défaite face à Curtis. Il reste favori sur ce combat, Brendan Allen. Et je vous conseille du coup, les amis, de choisir Brendan Allen. Je pense qu'il peut le faire, je pense qu'il peut prendre sa revanche sur Curtis. Ça va être difficile, parce que Curtis est un adversaire très solide. Il a été terminé que 2 fois dans sa carrière, donc... si Brendan Allen arrive peut-être à contrôler au sol, il pourrait peut-être le soumettre éventuellement, mais ça me paraît quand même compliqué. Combat en 5 rounds, je pense que le cardio de Brendan Allen sera plus compétitif. Curtis, il avait montré quand même de gros signes de fatigue face à Barriault sur le 3e round. Donc je pense que non, ouais, je vous conseille donc l'américain, hein, je le vois être capable de remporter ce combat et prendre sa revanche. Voilà les amis, on en a terminé avec analyse et pronostic de l'UFC Fight Night 240.
J'espère que ces pronostics vont être bonnes les frérots, mais restez prudents cette semaine, je sens qu'on va avoir encore pas mal de surprises. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me remercier, si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un pouce et un commentaire sur la vidéo. Et vous pouvez retrouver les tickets gagnants sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, TikTok, Instagram, n'hésitez surtout pas à les regarder. J'ai aussi sorti une vidéo sur comment miser sans prendre trop de risques sur les paris du UFC. N'hésitez pas à la regarder, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo d'analyse et de pronostic de l'UFC 300 avec une carte de malade mental. Alex Pereira contre Jamal Hill, Zhang Weili, Justin Gaethje contre Max Holloway, Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, Bonical. Enfin voilà, même la carte prélim, il y a Iri Proraska, Calvin Kattar contre Aljamain Sterling. Ça va vraiment être un UFC avec une carte de malade mental. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire. Faut toujours faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux, risqué, jouez toujours de façon ludique et réfléchie, il faut que ce soit de manière récréative, c'est interdit aux moins de 18 ans, si vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.